Regardez les images, c'est un nouveau palier dans la guerre directe entre les États-Unis et l'Iran. L'Iran a tiré une salve de missiles sur des bases américaines. C'est pour beaucoup d'observateurs le scénario catastrophe qui peut forcer Donald Trump à répliquer. Il possède dans la région une armada puissante, 3 groupes aéronavals, 40 000 hommes, plus de 100 avions. Comment le président des États-Unis va-t-il maintenant réagir? Comment sera-t-il forcé à réagir? Vous êtes toujours avec nous, Guillaume Roquette. D'une manière ou d'une autre, les Américains doivent prendre acte de ce qui est en train de se passer. Ils ne peuvent pas rester inertes. Non, parce que il en va de l'honneur ou de l'amour-propre, plus exactement, des Américains. Trump a expliqué à son pays que la frappe sur l'Iran avait été parfaite et qu'elle était entre guillemets sans risque. C'est-à-dire que c'était le principe, c'était que les Américains ne descendaient pas de l'avion et que donc il n'y avait pas de danger personnel. Et là, effectivement, si les bases américaines, qui sont très nombreuses dans la région, commencent à être attaquées, à ce moment-là, ça devient une autre histoire. Et surtout, ça devient une Amérique qui est fragilisée du fait de Trump. Or, un des fondements de la campagne présidentielle de Trump pour son second mandat, c'était de dire maintenant les aventures à l'extérieur, ça suffit. Ce qu'il faut, c'est la paix. La paix par la force, mais la paix. Évidemment, s'il y a des bases américaines qui sont attaquées, la paix, on s'en éloigne. Regardez l'illustration de l'affolement dans la région. C'est le flight radar de tous les vols qui ont été déroutés d'extrême urgence. C'est une centaine d'avions qui devaient aller à Doha, se poser à Doha ou partir de Doha, qui contournent cette région. Regardez, monsieur le pilote et mon général, là, tous ces vols qui ont été déroutés, toute la région, là, pas un seul avion évidemment sur l'Iran, pas un seul sur l'Irak, pas un seul sur la Syrie, et toute la zone au Qatar qui en catastrophe a été déroutée. Absolument, et même pour toutes les destinations à destination de Dubaï, en fait tous les appareils de Dubaï vont être obligés de contourner tout le Qatar. Donc tout ce qui arrive du nord vont devoir passer au sud, en Arabie Saoudite, éviter le Qatar et essayer d'aller directement aux Émirats. Je peux vous dire que les Émiratis surveillent avec beaucoup d'attention parce que savoir s'ils gardent une activité. C'est un hub, Dubaï, c'est un hub pour beaucoup de compagnies aériennes. Donc ils vont surveiller ça avec beaucoup d'attention parce que je ne sais pas, mais il y a des centaines d'avions qui sont à destination de Dubaï en ce moment même. Décrivez-nous cette base. Vous, là, cette base qu'on voit ici bombardée, vous y avez servi, vous êtes allé là-bas. Oui, je me suis posé... Cette base américaine qui est une sorte d'État, c'est extraterritorial ou presque. Oui, en fait, à l'époque, il y avait assez peu d'Américains, mais il y avait quand même, c'était juste après la guerre du Golfe, et c'est là où on formait en fait les pilotes qataris. Moi, j'étais venu avec un détachement de Mirage 2000, et on leur montrait en fait les qualités du Mirage 2000 qu'ils ont acheté d'ailleurs un peu plus tard. Merci d'ailleurs, je n'ai pas pris de pourcentage. Vous étiez le VRP. Hein. Non, vous avez raison de prendre des enveloppes, ne vous gênez pas en général. Ça fait toujours du bien. Ouais, j'aurais aimé, mais enfin bon, non, je taquine. Et donc, c'est une base, en fait, qu'est-ce que vous imaginez, en plein désert, vous avez 2 grandes pistes de 3000 mètres de long, et en fait, vous n'aviez pas de hangarette à l'époque, vous aviez simplement des pare-soleil, en fait. Vous avez des petites protections, et c'est là-dessous que vous mettez les avions, et puis vous avez, parce qu'il fait une chaleur terrible là-dedans, donc vous avez les escadrons qui sont climatisés, et puis vous avez les sous-sols. Les Américains se sont installés, ils ont après installé leur centre de commandement, le Centcom. Alors là, je ne suis pas allé depuis, mais alors là, c'est une usine à gaz, évidemment, à l'américaine, et là, ça devient effectivement un État dans l'État, comme souvent les Américains font quand ils s'installent une base américaine. Alors là, c'est vraiment territoire américain. Il y a un petit côté l'empire défié. Il y avait à votre place hier Bruno Retailleau qui rappelait le livre d'Aaron, La République impériale. Ces États-Unis d'Amérique qui sont une grande démocratie, mais qui sont aussi un empire. Et là, on défie l'empire. Oui, et on défie en fait une présence historique des États-Unis dans la région. On sait à quel point le Golfe Persique, à cause du pétrole évidemment, est important pour les États-Unis, et les Américains sont chez eux là. Et d'ailleurs, effectivement, c'est presque des propres villes, ils ont leurs propres magasins. Moi, j'avais visité une de ces bases, c'est incroyable. En plus, tout ça est assez largement sous-traité à des entreprises privées, donc on sent qu'il y a énormément d'argent, pour dire les choses clairement. Mais c'est pas parce que les Américains sont isolationnistes qu'ils n'ont pas cette fierté d'être les gendarmes du monde. Et évidemment, s'ils sont défiés dans cette zone qui est vraiment par essence absolument centrale pour eux, je pense qu'avec le Pacifique, ce sont les 2 lieux de focalisation la plus forte de ce qu'on peut appeler l'impérialisme américain. On voit là ce paradoxe de Trump. Il est l'homme qui prend quand même un risque, parce que vous disiez, on lui a présenté, mais enfin il n'est pas idiot Trump, il savait bien qu'il y avait un risque de contre-coup, donc il prend des risques
pour asseoir un peu plus la puissance américaine. C'est pour ça que quand, je ne sais pas à qui vous faisiez allusion quand vous disiez que certains parlent d'un scénario catastrophe, je ne crois pas qu'on soit dans le scénario catastrophe. On est encore au moment de la prévisibilité. C'est-à-dire que Donald Trump savait pertinemment qu'il y avait un risque d'attaque sur les bases aériennes. Maintenant, tout dépend. Abnous, qui connaît bien les mollahs, dit qu'ils ne sont pas suicidaires. Moi, je n'en sais rien. Et peut-être que le guide Khamenei, à un moment où il n'aurait plus rien à perdre, pourrait avoir une attitude plus kamikaze. En tout cas, je pense que ce serait bien présomptueux de pouvoir prévoir absolument la riposte. Et encore une fois, la guerre porte sa propre dynamique, c'est valable pour toutes les guerres, et il y a une part d'imprévisibilité. Et on en est là. Là, pour le moment, il n'y a pas d'engrenage commencé, il n'y a pas de catastrophe affirmée, mais il y a une ligne de crête très dangereuse qui est encore le moment qu'on attendait. Non, mais d'abord, tout a été fait pour qu'il n'y ait pas de blessés et encore moins de morts. Tout le monde a été prévenu. C'était vraiment un jeu de posture, jeu de je ne veux pas perdre la face. Ensuite, il est d'autant moins suicidaire que quand même dans son idée, depuis quelques mois, elle s'accentue, Ali Khamenei veut mettre à sa place son fils. Quelqu'un qui accentue l'aspect monarchie, qui veut mettre... Oui, s'il est exclu du comité, le comité peut le nommer. Oui. C'est guide suprême de père en fils. Exactement. Comme les magasins où c'était marqué, voilà, boucherie... J'avais compris qu'il l'avait exclu parce que justement la dynastie est anti-révolutionnaire et qu'il ne faut pas ce qui n'existe pas chez les chiites. Donc ce qui accentue le côté monarchie. D'ailleurs, le clergé chiite est contre. Mais je ne crois pas je ne suis pas certaine, au fait, concrètement, que les Iraniens, que la monarchie soit capable d'une catastrophe. En termes de guerre, ils n'ont pas les moyens. Les armements sont en train de se vider. Et ils sont capables de retournement stratégique. Ils l'ont déjà montré pendant le passé. Ils sont fourbes. On va dire qu'ils sont fous. Et ensuite, mais vraiment très rapidement, les Américains ont commencé à se désengager du Moyen-Orient depuis qu'ils ont le gaz de schiste et qu'ils ont en gros l'énergie à la maison, qu'ils ont moins besoin du pétrole du Moyen-Orient. Quand même, avec Obama, il y a une accélération réelle. Je veux dire, ils sont chez eux, mais ça les intéresse de moins en moins. C'est plus le Pacifique qui les intéresse, parce que quand même, cette région, à part des guerres, des gens qui ne s'entendent pas et qui ne sont pas foutus de faire la paix, ils commencent quand même en train de dire, et ça commence vraiment à nous taper sur les nerfs. D'où le refus d'Obama d'intervenir en Syrie. Une chose qui me semble primordiale dans ce qui va se passer, si on en reste là, je pense que les Américains seraient très avisés de ne pas répliquer pour éviter l'escalade. Parce que quelle escalade? S'il réplique, il se passera quoi? Peut-être que la monarchie tombera pour de bon. Alors, ça, c'est autre chose. Quand même. Elle est pour y aller, Abnous Shalmani. Elle est pour l'attaque. Il y a deux lignes, Emmanuel Macron et Abnous Shalmani. C'est deux lignes, voilà. C'est pas la première fois qu'on n'est pas d'accord, mais là, vraiment, c'est chacun choisit son camp. Non, mais voilà, si on veut éviter que ça devienne incontrôlable, peut-être que si on en reste là, s'il n'y a pas de mort, pas de blessés, je pense qu'il faut mettre son honneur quelque part ailleurs, mais qu'on en reste là parce que les Américains ont fait un super job. Je pense que ça éviterait, si vous voulez, qu'on enchaîne et des répliques et dans tous les sens, et surtout des attentats terroristes. Ouais, c'est plus ces attentats terroristes dont ils sont capables. Guillaume, oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, les Iraniens ont pris leurs précautions, entre guillemets, puisqu'ils ont même prévenu les Américains de cette attaque. Ils ont bien expliqué aux Qataris que il n'y avait rien contre eux. D'ailleurs, ont-ils même ajouté, la base est loin de toute zone humaine. Donc, sous-entendu, il n'y a pas de risque de dommages collatéraux. Donc, c'est vrai que on a envie de dire, on pourrait presque en rester là. Sauf que c'est quand même les États-Unis qui sont défiés, et Trump, il n'aime pas trop. Je veux dire, la psychologie d'un personnage comme celui-là, à mon avis, n'est pas complètement négligeable. Et il a évidemment sa base américaine, c'est-à-dire que tout ça, les Américains le voient à la télévision, et sa base américaine ne l'a pas élu précisément pour ça. On va se rendre tout de suite aux États-Unis. Hélène Bonnet, je ne sais pas si vous m'entendez, vous devriez être en direct. Hélène Bonnet, est-ce qu'on sait enfin comment Trump va réagir ou réagit? Alors, on vient d'avoir une réaction de Donald Trump sur son réseau social Truth Social, mais étonnamment, le président ne parle pas de la situation en cours. Il a fait un message pour critiquer le traitement des médias américains qui ne reconnaissent pas totalement la victoire de son opération militaire. En dehors de ça, pas de commentaire du président américain. En revanche, la Maison-Blanche a fait cette déclaration sur la chaîne CNN. L'administration Trump s'attendait à une réponse après la frappe américaine sur les installations nucléaires
iranienne. Donald Trump ne veut pas plus d'intervention militaire dans la région. Il semblerait donc que pour l'instant, les États-Unis privilégient la désescalade. On sait, grâce à des sources officielles qui s'expriment dans la presse, que les États-Unis et le Qatar avaient été prévenus de cette attaque, qu'a priori l'une des bases principales du Qatar qui était ciblée n'a pas été atteinte et qu'il n'y aurait pour l'instant pas de blessés. Donc voilà pour les informations qui sont tombées. On ne sait pas encore si le meeting, la réunion du Conseil national de sécurité est encore en cours. Mais on a vu il y a quelques minutes Steve Witkoff qui quittait la Maison-Blanche. Et vous nous avez rejoint. Merci beaucoup Thierry Breton, Xavier Titelman, merci beaucoup Amiral Olagaray, merci beaucoup à vous. D'abord Xavier Titelman, expliquez-nous bien militairement, techniquement ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, je le rappelle, la République islamique d'Iran a tiré 10 missiles, sans doute 10 missiles contre des bases américaines, puisqu'il s'agit principalement d'une base au Qatar, mais d'une autre en Irak. A priori, oui. C'est beaucoup plus facile pour les Iraniens de tirer des missiles à courte distance. Ça, ils en ont depuis longtemps. C'est même le descendant des Scud-B, des Scud-C qui avaient été transmis par la Corée du Nord à l'origine. Donc ça, c'est une technologie qu'ils maîtrisent depuis beaucoup plus longtemps et qu'ils ont en beaucoup plus grand nombre. Les missiles qui touchent Israël, au total, on pense qu'ils ont 3000 missiles balistiques. Moins d'un quart de ces missiles sont capables de taper à 1500 km de portée, c'est-à-dire sur Israël. C'est-à-dire que théoriquement, ils auraient plusieurs milliers de missiles à courte distance. En tirer 10, c'est vraiment la réponse à minima. Et a priori, c'est des missiles qui vont moins vite que ceux qui vont beaucoup plus loin, donc ils sont théoriquement plus faciles à intercepter. C'est pour ça que observer ce qui est tombé au sol sera intéressant aussi sur la capacité de défense de ces pays. Thierry Breton, première réaction, l'acte qui est fait quand même contre les États-Unis d'Amérique, le fait de viser une base américaine, même s'ils ont averti, même si peut-être il y a un côté on garde la face, c'est quelque chose d'important. Oui, Darius Rojban, on est, je crois que vous l'avez dit, et à juste titre, depuis le début de la soirée, on est dans une logique de posture. C'est important, la posture, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Les Iraniens devaient évidemment répondre. Et on constate tous, on verra, c'est évidemment très difficile de commenter. Je ne suis pas spécialiste de ce type de commentaires, mais il est clair qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, les Iraniens ont réagi en prenant soin de bien indiquer qu'ils avaient envoyé à l'unité près le même nombre de missiles qu'ils avaient reçus de la part des États-Unis. Deuxièmement, ils ont, on l'a vu, en tout cas c'est ce qui a été dit, on verra évidemment si c'est confirmé, ils ont prévenu le Qatar, c'est-à-dire donc les États-Unis. On ne peut pas imaginer un seul instant que le Qatar ne passe pas son coup de téléphone dès qu'il a été prévenu, bien évidemment. Donc on est dans une riposte a priori, à minima. La vraie question, évidemment, c'est de savoir comment Donald Trump va réagir, puisque nous sommes maintenant dans ce que beaucoup déplorent, y compris en Europe, dans cette logique d'escalade. Expliquez bien ça, Thierry Breton, c'est-à-dire, et vous aussi, Xavier et Amiral, en réalité, théoriquement, si tout est rationnel, on pourrait imaginer que Trump dise « Ok, on réagit aussi à minima et on va à la table de négociation ». Ça, c'est le scénario rationnel. L'autre scénario, c'est Trump qui s'énerve. Mais avec le président des États-Unis aujourd'hui, on ne peut pas prévoir et prédire ce qui va se passer. Il faut mettre aussi en perspective ce qui se passe avec une réunion qui va être importante et très attendue, en particulier par nous, Européens, et qui va se tenir à partir de demain, c'est-à-dire la réunion donc de l'OTAN, avec 31 pays membres qui vont y participer, qui va se tenir à La Haye, qui était attendue, et évidemment, Donald Trump a aussi ça en perspective. Regardez l'image qui suit, nous la découvrons ensemble. C'est une image de propagande, il faut faire attention et la mettre au conditionnel. C'est l'image de propagande fournie par la République islamique d'Iran. Ce serait le tir des missiles. Xavier Titelman, est-ce que vous nous le confirmez? C'est bien le départ, oui, c'est le ça départ. Ce serait, au conditionnel évidemment, le départ des missiles qui ont été tirés sur les bases américaines. Mais pour les authentifier là, on voit pas le lanceur, c'est un peu compliqué. Mais oui, ce sont des tirs de missiles. De toute façon, ils sont bien partis, d'une façon ou d'une autre. Mais on peut pas prouver que ce soit des vidéos d'aujourd'hui également. Parce qu'en général, maintenant, les Iraniens sont habitués à avoir une destruction instantanée des sites depuis lesquels ils tirent. Donc c'est souvent des lanceurs mobiles. Et puis même si derrière il y a peut-être une montagne ou un bâtiment qu'on peut reconnaître, c'est suicidaire pour le lieu, puisque dans les heures qui suivent, ils vont être détruits. Amiral Olagaray. Mais écoutez, dans un missile, c'est pas son départ qui compte, c'est son arrivée. Donc ce qu'on a pu voir, c'est qu'ils n'ont pas atteint leur cible, que c'était des missiles à courte portée, donc il fallait absolument que le préavis fonctionne. Donc le préavis a dû être suffisant pour que la posture soit activée. En particulier, le Qatar a fermé son espace aérien il y a plusieurs heures, chose que vient de faire le Bahreïn aussi.
Alors ça, c'est un peu une précaution aussi, vraisemblablement, mais on ne sait jamais, parce qu'au Bahreïn, c'est quand même la deuxième grosse base dans laquelle il y a également énormément de force. Quant à l'imprévisibilité de Trump, c'est un mot que nous employons tous, que vous employez souvent aussi. Il faut savoir que quand même, il est pris, mais nous le savons tous, il est pris dans des tiraillements internes. La politique intérieure compte énormément, et quand on voit... quand il s'est prononcé avec Vance d'un côté, Rubio et Hegseth de l'autre, on voyait que Vance faisait la gueule, manifestement. Donc il doit y avoir, et on dit qu'il y a, plusieurs clans, au moins 2 clans antagonistes, et qui représentent une forte partie, surtout Vance d'ailleurs, très spécifique, opposée à la guerre. Donc nous allons voir ce que ça va donner, mais l'imprévisibilité de Trump, elle tient aussi au fait qu'il est difficile de trancher entre ces deux cas. Je nuance un tout petit peu avec son imprévisibilité, parce qu'au fond, quand on regarde ce qui s'est passé au cours des dernières semaines, finalement, il fait ce qu'il annonce, y compris lorsqu'il quitte précipitamment le G7 parce qu'il va s'occuper d'affaires très importantes. On comprend maintenant vraisemblablement de quoi il s'agissait, compte tenu de la préparation qui était extrêmement lourde, à laquelle il a évidemment participé. On ne peut pas penser autre chose. Donc, je crois qu'il faut bien voir, encore une fois, dans cette période d'escalade dans laquelle nous sommes, il y a aujourd'hui encore et à nouveau un gagnant. Et ce gagnant, c'est Benjamin Netanyahu. Ah oui. Il faut vraiment le mettre à son crédit. On peut en penser ce qu'on en veut. Voilà qu'il était quasiment en très grande difficulté il y a encore quelques jours. Il a failli être mis en minorité par la Knesset. Il était, on sait, mis en minorité aussi, je dirais, par la plupart des pays de la planète. Et maintenant, évidemment, il a réussi à entraîner le président des États-Unis, lequel, à l'heure où nous parlons, doit décider de la réaction. Soit ce sera une réaction qui sera une réaction américaine. Personnellement, je n'espère pas, et j'en doute à ce stade, mais encore une fois, on n'a pas de boule de cristal. En tout cas, on s'est beaucoup trompé. Pardon, Thierry Breton. Rappelons tous les commentateurs qui disaient non, mais Trump ne veut pas se mêler d'affaires extérieures. Mais c'est bien pour ça que je le dis. Et en tout état de cause, il est maintenant sans doute certain qu'il va continuer à supporter les demandes israéliennes, et que ça, c'est désormais un acquis. Déclaration à l'instant de Jean-Noël Barrot. C'est une escalade dangereuse. Ministre des Affaires étrangères, il parle au nom de la France. C'est une escalade dangereuse dans laquelle l'Iran porte une lourde responsabilité. C'est un engrenage de violence qui place la région devant le risque d'un embrasement généralisé qui aurait des répercussions graves, très graves, dit-il, jusque chez nous. C'est une escalade, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est incontestable. Elle était évidemment attendue. On se demandait où et comment les Iraniens allaient réagir. Ce qu'on peut peut-être dire, mais évidemment je laisse la parole aux spécialistes et aux militaires, c'est qu'a priori, si les informations que vous nous donnez ce soir, Darius Rochemin, sont confirmées, il semblerait que c'est plutôt une réaction à minima par rapport à ce à quoi on pourrait s'attendre. Xavier Titelman, expliquons vraiment de quelle façon entrons dans la technique. Parce que d'abord, quel type de missile s'agit-il ? J'essayais justement de l'identifier d'après les images. Là, c'est pas parole d'évangile, mais je pense que c'est un Fateh 110. Le Fateh 110, c'est un missile qui a moins de 1000 km de portée, donc relativement courte, qui a pour particularité d'être un carburant liquide. C'est-à-dire qu'il faut le refroidir, donc ils peuvent essayer de camoufler le froid, mais c'est-à-dire que pendant plusieurs heures, il doit être à l'extérieur pour pouvoir verser les carburants qui sont refroidis à moins 270 degrés avant d'être tirés. Ce qui veut dire qu'effectivement, non seulement il y a eu un préavis sur le Qatar, si effectivement ils les ont appelés, mais qu'en plus le Qatar a choisi de ne pas détruire. Parce que quand vous avez quelque chose qui va être froid pendant très longtemps, on le voit par satellite et on peut le détecter, on peut aller le détruire, c'est que le Qatar et les États-Unis ont laissé l'Iran préparer ce tir. Les risques, c'est plutôt les missiles à propulseur solide, c'est-à-dire c'est des poudres, et cette poudre, on claque des doigts, 2 minutes après c'est parti, et là ça permet de sortir, de tirer et de repartir. Donc il y a aussi une longue préparation avant ce tir qui fait que ça prouve aussi que les Américains ont peut-être laissé regarder les Iraniens leur tirer dessus. Expliquez-nous ce qu'on voit exactement à l'image. Je rappelle, c'est des images tout à fait discutables, c'est des images fournies par la République islamique d'Iran, mais ce tir de missile, de toute façon, il est bien parti à un moment donné, si c'est ce type de missile-là. Voilà, qu'est-ce qu'on voit là très précisément ? Alors en bas, vous avez simplement, c'est la fusée, hein, que ce soit une fusée ou un missile, c'est exactement la même chose. Donc au-dessus, vous avez le missile lui-même, la tête militaire est tout en haut, donc ça peut porter
plusieurs centaines de kilos d'explosifs. Mais là, pardon, en forme d'ampoule, disons, l'illumination en forme d'ampoule, c'est quoi exactement? Alors là, c'est le feu qui est craché à la sortie du booster. Donc là, vous avez vraiment un booster qui va cracher. Donc vous avez ce chalumeau qui est en dessous. Et ça, c'est ça qui va donner la poussée, qui va faire avancer. Et tout en dessous, simplement que ça dégage énormément de fumée. Mais là, que vous regardiez une fusée Ariane ou un missile Scud ou un Fateh, vous aurez toujours le même type d'image, c'est impressionnant. Mais là, c'est uniquement le propulseur qu'on voit partir. De combien l'Iran dispose encore de ces machines? Là, par contre, ils en ont beaucoup parce que c'est le type de modèle qu'ils avaient transmis également au Hezbollah, qu'ils ont fourni à beaucoup d'alliés dans la région, des milices également en Irak, pour les mettre à portée de tirer directement sur Israël. Donc là, ils en ont vraiment a priori des milliers. Peut-être pas le Fateh 110, il y a différentes générations, mais au total, c'était 3000 missiles balistiques, une partie ont été détruits, la moitié des lanceurs ont été détruits également, donc a priori, il en reste quand même quelques centaines. Thierry Breton, sur la dangerosité de ce que nous vivons, je suis frappé de voir que on dit, ça a été annoncé, ça a été préparé, les Qataris n'ont pas trop répliqué, etc. Et en même temps, Jean-Noël Barrot, à l'instant, dit il y a un risque d'escalade très grave, et vous dites la même chose. Oui, non mais il ne faut pas se tromper. Alors, bien sûr, on est dans le commentaire là, mais depuis dimanche, on est dans un autre monde. On a basculé. Et je crois qu'il faut vraiment le dire. On a basculé, on vit un moment historique. C'est sans doute la décision la plus importante que Donald Trump ait prise, la plus importante. Il faut aussi le dire, nous, Européens, en particulier. Pourquoi dis-je que nous avons basculé? On a basculé parce que Donald Trump, comme Benjamin Netanyahou, l'ont dit quasiment de façon synchrone. L'un et l'autre, désormais, c'est la force qui prime sur le droit et c'est la force qui doit apporter la paix. Et ils veulent redessiner toute la région. Voilà donc le monde dans lequel nous sommes entrés. Et nous, Européens, Darius Rochemin, nous, Européens, c'est vraiment le dernier moment que nous avons pour réagir ensemble. Si nous ne comprenons pas que c'est ce monde-là, pour longtemps, qui est notre monde, alors nous serons spectateurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que nous devons continuer à dire, y compris ce que dit Jean-Noël Barrot, ou ce que dit aussi le président de la République tout à l'heure à Oslo. Nous sommes pour l'état de droit, même si nous sommes le dernier des Mohicans. Précisez votre pensée, pardon. Thierry Breton, quand le président de la République dit les bombardements américains en Iran des dernières heures sont illégaux, est-ce que vous partagez ce point de vue? Bien sûr, au regard du droit international, bien entendu, et il faut continuer à le rappeler. Alors derrière, évidemment, pourquoi cette décision de Donald Trump est si importante, au-delà des aspects tactiques que les militaires qui sont autour de cette table pourront bien mieux décrire que moi-même. Il n'est pas tout à fait militaire, mais pourquoi il est paramilitaire. Il a été, nous étions ensemble du reste dans une école militaire tous les deux. C'est les plus dangereux. Pourquoi c'est si important? Parce que précisément, à l'heure où nous parlons, désormais, Donald Trump a donné, par le soutien des États-Unis, je dirais, un soutien à Israël dans sa démarche. Et vous constaterez avec moi que depuis, on ne parle plus de ce qui se passe à Gaza. Vous constaterez avec moi que depuis, on ne parle plus de l'aspect illégal de l'agression russe en Ukraine. Et évidemment, il faut que nous ne cessions de le rappeler. On verra demain ce qui va se passer à la réunion de l'OTAN. Et pendant ce temps-là, évidemment, il faut que nous parlions de plus en plus d'une seule voix. Je sais que c'est difficile, je sais qu'on a des voix divergentes. On a entendu effectivement ce qu'a dit le chancelier allemand Friedrich Merz, mais c'est le rôle précisément de nos institutions, dans un moment aussi historique et clé que celui que nous vivons, de nous mettre tous d'accord autour de la table. C'est existentiel. Quelle sera maintenant la réaction des Américains? Vous êtes le mieux placé pour le dire, amiral, puisque c'est un grand dispositif, notamment naval. Il y a ces 3 groupes aéronavals. Un groupe aéronaval autour du fort le plus important du monde. Tout à fait. 40 000 hommes, plus de 100 avions, et un renfort possible d'avions qui est presque illimité de la part des États-Unis d'Amérique. Comment peuvent-ils répliquer à ça maintenant? Ils ont toute la palette à leur disposition. Et le tout est de savoir comment le général Koubila, que l'on a vu sur vos chaînes de télévision, qui est le patron de CENTCOM, qui vient d'être frappé et non pas atteint. C'est le général en chef de la région. De la région, tout à fait. C'est lui qu'on a vu présenter des scénarios à Trump, alors que c'est le général Kane, le chef d'état-major interarmé, qui a stratégiquement, si vous voulez, diriger l'opération. Lui, il est responsable de tout ce qui est tactique et il a toutes ces forces-là à sa disposition. Donc là... Qu'est-ce qu'il dit ce soir? Si on imagine la Situation Room, il est là, il y a Trump, et qu'est-ce qu'il lui propose? Quel effet politique souhaitez-vous? Car le militaire et les armées ne sont que des outils. Donc il va adapter
l'utilisation de son dispositif, il a tout à sa disposition, suivant l'effet politique qui lui aura été assigné. C'est-à-dire de la retenue, de l'anticipation, du stand-off, c'est-à-dire de plus loin possible sans s'engager, par exemple par des sous-marins qui envoient des Tomahawks ou des choses comme ça, pas d'avions américains dans le ciel iranien, parce qu'il est quand même possible de voir descendre des avions américains. Oui. Alors, il s'appuiera bien sûr sur tout ce que fait Israël, et ça c'est bien commode pour lui. Donc pour l'instant, suivant ce qui va sortir de cette réunion-là, on verra, mais on ne le saura pas tout de suite. Même question, Xavier Tuttelman. Si vous étiez autour de la table, là, dans la Situation Room ce soir, on verra d'ailleurs dans quelques instants ce que fait Trump. S'il descend de nouveau dans la Situation Room pour répondre à cette situation d'une extrême gravité, qu'est-ce que vous conseilleriez? Mettez-vous dans la peau vous qui êtes un vieux souverainiste français, mettez-vous un peu dans la peau d'un général américain. Qu'est-ce que vous conseilleriez? En tout cas, quelles sont les options qu'il y a devant Trump? S'il y a un mort ou s'il y a une destruction de matériel américain, c'est pas la même chose que s'ils ont réussi à tout intercepter. S'ils ont tout intercepté, victoire américaine, on est champion du monde, notre défense est plus élevée. Voilà, donc là c'est bon. Ils peuvent afficher une victoire sans bouger le petit doigt. S'il y a des dégâts, s'il y a un mort, s'ils ont réussi à toucher une base... Un seul mort américain changerait la donne. Évidemment, là, ils sont obligés de répliquer, ils sont obligés d'aller plus pour taper sur le nucléaire, mais pour taper sur toutes les infrastructures de production de ces fameux missiles balistiques. Et donc, en fait, la réponse, on le saura demain matin en fonction des dégâts qui vont avoir été occasionnés dans la nuit. Thierry Breton, quelle réplique possible? Non, je crois que c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. La réplique, me semble-t-il, la plus importante sera évidemment un accroissement du soutien des États-Unis, indirect à ce stade, parce qu'évidemment, l'amiral l'a dit, il y a aujourd'hui 3 fois plus d'avions américains, en tout cas avec les 3 porte-avions et leur flottille, aujourd'hui que ne disposent les seuls Israéliens. Donc on a une concentration dans la région tout à fait gigantesque. Les Iraniens le savent bien. Et je crois vraiment que là aussi, il faut mettre ça en perspective par rapport... on a l'impression de l'oublier, mais la motivation des États-Unis, encore une fois, de ce qu'ils ont fait, c'était de cesser, d'arrêter le programme nucléaire. Même J.D. Vance, qui va même jusqu'à dire, c'était assez curieux du reste, sa phrase, je la cite à peu près de mémoire, les États-Unis d'Amérique ne sont pas en guerre contre l'Iran, ils sont en guerre contre le programme nucléaire iranien, ce qui est une nouveauté. Mais donc, c'était quand même la seule motivation. Et je crois que ce que vous venez de dire est très important. À partir du moment où il n'y a pas de dégâts matériels et encore moins humains, je pense qu'on peut s'attendre, on verra bien, on peut s'attendre à un accroissement, certes, du soutien indirect américain vis-à-vis des demandes israéliennes, en particulier, évidemment, en tout ce qui concerne les munitions et autres outils, infrastructures militaires. C'est sans doute à minima ce à quoi il faut s'attendre. Et a priori, les avions de chasse américains en Arabie Saoudite ont décollé. Alors 2 options, soit c'est pour éviter une éventuelle frappe et donc tous les avions de la zone vont décoller pour se mettre à l'abri en étant en vol plutôt qu'au sol, soit c'est parce qu'ils vont préparer quelque chose. Mais il y a aussi un autre acteur qu'il faut prendre en compte maintenant, le Qatar. Le Qatar, lui, par contre, il devient légitime pour éventuellement intervenir, tout comme l'Irak, si effectivement il y a des missiles qui sont tombés en Irak. Et donc, c'est plus simplement une collation israélo-américaine, potentiellement le Qatar, les Émirats... Et ce sont des puissances qui se sont beaucoup armées. Corrigez-moi si je me trompe. L'Arabie Saoudite est devenue une très grande puissance militaire, en partie avec l'aide de la France d'ailleurs. Hein. Mais ils font rien sans l'aval américain. Enfin, le Qatar tout seul n'existe pas. Il est intégré dans les dispositifs commandés par CENTCOM. Je crois qu'aucun pays ne se risquera à y aller tout seul. Moi, j'ai pas mal travaillé dans le domaine de la défense d'ailleurs avec ces pays-là. Ils sont totalement inféodés aux Américains. L'Arabie Saoudite, c'est extraordinaire. Nous nous sommes fait évincer, nous, de la partie qui nous revenait, entre guillemets, qui était toute la partie navale. Ça, c'est au moment où Chirac a voulu absolument vendre des avions d'assaut. Et or, c'était chasse gardée qui n'était pas celle des Français, donc exit. Donc tous ces pays-là feront ce que les Américains leur diront, c'est une défense intégrée, c'est une utilisation intégrée. Les nouvelles continuent d'arriver, c'est la bataille des communiqués maintenant. L'Iran affirme que 6 missiles ont touché la base américaine au Qatar, média d'État iranien, et de son côté, du côté du Qatar, on parle de débris de missiles iraniens interceptés au-dessus de la capitale qatari, mais pas... On ne fait pas état pour l'instant de destruction sur les bases mêmes, sur la base même. Il y a quelques photos de débris effectivement qui tournent sur Internet. Il y a aussi des photos de débris de Patriot, c'est-à-dire de systèmes de défense aérien.
Mais là, je pense qu'avoir des images à l'intérieur de la base, on n'en aura pas. Maintenant, les Iraniens prétendent que sur les missiles, il y en a 6 qui seraient passés. Comment ils le savent? À mon avis, ils n'ont aucune façon de le savoir aujourd'hui. Et même si, enfin, c'est très peu probable, étant donné le nombre d'interceptions qu'on voit simplement sur les images, qu'il y ait une majorité de ces missiles qui aient pu arriver à destination. Thierry Breton, votre regard sur ce que fait Trump depuis maintenant 48 heures, on se rend compte qu'il a été habilement dissimulateur, habilement. Le monde entier voyait, regardait ailleurs alors qu'il était en train d'envoyer ses B2. Il y a eu 2 directions, en fait. 2 directions, voilà. Et c'est, pour un politique, c'est l'art de la dissimulation, c'est l'essentiel. C'est pas lui qui l'a inventé. C'est pas lui, voyons, on est dit ensemble avec l'amiral. Bon, alors après, évidemment, et c'est bien normal, c'est le président des États-Unis, il va prendre tout le crédit pour lui, y compris, encore une fois, demain, lorsqu'il va arriver, s'il arrive à l'OTAN, vous imaginez qu'il va se présenter en chef de guerre planétaire et reconnu de tous. Donc vous imaginez comment ça va se passer demain. Mais voilà, je le redis, vous savez, Donald Trump, il part toujours de constats qui sont des constats qui ne sont pas complètement faux. C'est sur des sujets totalement différents, qu'on a aussi oubliés, mais qui sont aussi en cours. Je rappelle que nous sommes aussi tous en négociation avec ces fameux tarifs douaniers, dont l'échéance arrive au 9 juillet. Enfin, tout ça, on a oublié. Le temps court. Regardez, pour le monde. Regardez, on reçoit à l'instant ces images des débris de missiles. Alors on est donc à Doha, au Qatar, pour celles et ceux qui nous rejoignent. Je rappelle l'importance de cet événement. Là, l'Iran a tiré en direction des Américains. Et dites-nous un mot c'est de la défense aérienne. C'est pas un missile. On reconnaît tous les petits trous qui sont sur les côtés. Quand un missile de défense aérienne va exploser, il va envoyer plein de petits fragments partout autour de lui pour détruire un missile qui passerait autour de lui. Et là, en général, alors c'est comme une sorte de nid d'abeilles. Tous ces petits trous correspondent plus à un missile de défense qu'à un missile d'attaque. Donc ça, c'est le missile d'interception. C'est les débris du missile d'interception. Encore une fois, je vous dis ça en live, mais a priori, c'est plutôt un missile d'interception. On voit alors donc qu'il y a eu quand même un travail d'interception du Qatar considérable pour empêcher quand même que ça atteigne, même s'ils ont été avertis, c'est quand même pas du théâtre. Ah bah là, on voit bien dans les images, on voit quand même les missiles qui arrivent et on voit les missiles qui arrivent du bas. Donc les missiles de défense qui essaient d'intercepter ces missiles balistiques. Encore une fois, les missiles, il y a différentes catégories. Les missiles de croisière, c'est ceux qui sont en basse altitude, qui vont à 800 km/h, qui sont quand même relativement, on va dire, faciles à intercepter, mais il y a un taux d'interception qui est au-delà de 95%. Il y a les drones kamikazes type Shahed, que là, on est quasiment à 100%. Et les missiles balistiques, c'est plus compliqué à intercepter. Et il faut tirer des missiles type Patriot qui vont coûter jusqu'à $2 millions par unité. Donc quand vous avez 12 missiles qui vous arrivent dessus, vous devez en tirer quasiment 2 fois plus pour être sûr de les intercepter avec un taux qui est suffisamment élevé. Et donc, c'est-à-dire que simplement se défendre contre 12 missiles qui arrivent, ça coûte au moins 25 millions de dollars. Donc il faut aussi comprendre qu'il y a un rapport économique entre les Qataris ont de la réserve, si je peux mais c'est pas le Qatar qui a tiré, ce sont les Américains. Enfin, les Américains. C'est pas une défense qatari là. Il est vraisemblable que ce soit les patriotes américains, parce que pour protéger leur propre base, ils ont leur système patriote, ils ont leur petit dôme de fer personnel. Tout est intégré. Les Qataris, disons qu'ils louent leur terrain aux Américains, mais les Américains sont chez eux là-dedans, et ce sont leurs propres forces qu'ils protègent, avec leurs propres forces aussi dans leurs patriotes. Les Qataris là-dedans aident, bien sûr, mais. Thierry Breton, je vous avais interrompu, pardon, pour ces images, vous parliez de la manière dont Trump, demain à l'OTAN, va dire le chef de guerre du monde, c'est moi. Oui, et donc il va réclamer à tout le monde de dépenser désormais au moins 5% du PIB de chacun des États membres, ce qui est un chiffre que personne ne peut atteindre, par parenthèse, même pas les Polonais. Et eux, en tout cas, certainement pas, ils sont à 3,8%. Mais il va arriver, tout le monde va dire oui demain, donc je crois qu'on peut l'annoncer. Bien entendu, derrière ce chiffre, il y aura 2 réalités. Il y aura un engagement de montée. On est tous à peu près, en tout cas en Europe, aux alentours de 2%, un peu plus, 2,2% en moyenne. Bien sûr, certains pays, je citais notamment la Pologne, font beaucoup plus. Donc tout le monde va dire effectivement qu'on va monter à 3,5% avec je dirais, un engagement, à part l'Espagne qui vient de dire du reste qui ne suivrait pas, donc ça va être intéressant, comment Pedro Sanchez... Ils ont dit qu'ils avaient une exemption, ce qui a été démenti par Absolument, l'OTAN. parce qu'il n'y a pas d'exemption, encore une fois, c'est un club. Oui. Ils ont essayé de le dire. Marc Rutte, qui veut que cette réunion soit un succès, essaye de lisser tout ça. On va dire ensuite qu'on va rentrer des dépenses d'infrastructures, de ponts, d'aéroports, enfin tout le monde. Donc ça va être effectivement, je dirais, comme on dit en bon français, du window dressing, c'est-à-dire qu'on va maquiller, on va habiller tout ça. La réunion va être la plus courte possible parce qu'on craint qu'il y ait des dérapages.
une partie de golf, Darius Rojban, je sais que vous y êtes sensible, était prévue entre le président des États-Unis et, paraît-il, une sommité. Alors, peut-être le roi, enfin je ne sais pas, on verra, parce que la diplomatie du Golfe est très importante pour aussi pouvoir parler, dire des choses à Donald Trump. Voilà, ça c'était le programme qui était prévu. Est-ce que celui-ci va être réduit compte tenu des événements? On va voir. Est-ce que Volodymyr Zelensky pourra avoir un entretien, une rencontre, on va le voir aussi. Donc tout ça, beaucoup d'interrogations. On est quand même à 24 heures de cette réunion qui était très attendue, qui est très importante et qui est, je dirais, pour nous, Européens, là encore, elle est absolument majeure. Parce qu'encore une fois, on est 26 pays sur 27, la France étant le dernier, le seul, dépendent évidemment pour la protection ultime, en particulier la protection nucléaire, des États-Unis à travers l'OTAN. Donc pour nous, Européens, cette réunion est très importante. On va voir un peu comment on va être traité. Mais là aussi, me semble-t-il, ce devrait être le moment où les Européens doivent signifier ensemble qu'ils ont décidé ensemble de monter leurs dépenses de façon coordonnée, je dirais, pour rééquilibrer par rapport aux États-Unis. Je crains, Darius Rojban, mais je me trompe peut-être, je crains que compte tenu de tout ça, eh bien on n'ait pas ce message. Mais ce serait fort dommage si ce n'était pas le cas. Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, parce qu'encore une fois, ce que nous vivons est aussi très important pour nous, Européens. Xavier Titelman, on va voir avec vous les images satellites de la base, puisqu'elles sont extrêmement intéressantes à voir. Les Américains se sont préparés, ils ont déplacé leurs avions, et on va voir sur les images satellites, sont spectaculaires, qu'il y avait vraiment les rangées d'avions américains. C'est quoi, des F-16, des F-15 principalement dans la zone. Voilà, regardez. D'attaque au sol. Alors, regardez bien ici ce qu'on voit, c'est-à-dire là, c'est le tarmac avec les avions. Voilà, à gauche, on a l'image avant. Donc, vous avez tous les petits avions. Chaque petit point, c'est un avion. Donc, on voit qu'il y en a différentes catégories. Ils ne font pas tous la même taille. Donc, il y a peut-être des bombardiers et des chasseurs tout en haut et des hélicoptères tout en bas qui sont blancs. Et à droite, évidemment, les bases ont été totalement vidées. C'est-à-dire qu'on voit les mêmes places de parking sur lesquelles il n'y a absolument plus rien. Mais ça a été fait avant les frappes américaines. Ouais. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà dégagé ces zones pour rapatrier leurs avions sur les bases qu'ils étaient en mesure de protéger, sur lesquelles il y avait de la défense aérienne, ou alors les mettre hors de portée des attaques iraniennes. On peut lire ça comme on veut, mais ça montre quand même qu'il y a une prise de risque. C'est-à-dire que le contre-feu iranien n'est pas nul. Mais s'ils tirent sur des bases vides, logiquement, les Iraniens ne toucheront rien. S'ils ont vidé cette base-là... ça veut dire quand même qu'il y a une capacité de nuisance de l'Iran, malgré tous les bombardements qu'ils ont pris, qui demeure. Bien sûr. Il faut quand même avoir en conscience qu'est-ce qu'ils tiraient au début et ce qu'ils tirent aujourd'hui. Dans les premières salves, ils tiraient 65 missiles par salve et ils en tiraient 3 dans la journée. Maintenant, ils ont du mal à tirer 20 missiles dans une salve et là, ils en tirent 12. Donc potentiellement, ils sont quand même structurellement dans une décroissance et plus ça repassera, moins ils seront en mesure de continuer à tirer. Mais ils tireront toujours 5-10 missiles par jour tant qu'ils en auront la possibilité. On se rend compte que l'Iran est un gros morceau militaire quand même. Pays de 90 millions d'habitants, aguerri au feu de la guerre d'Irak, aguerri au feu de tout ce qu'ils ont fait par le passé. Par la suite, c'est un pays, entre guillemets, militaire. Et n'oublions jamais que c'est un très grand pays scientifique. On sait par exemple que la première femme à avoir eu la médaille Fields, le prix Nobel de mathématiques, est une Iranienne qui a fait toutes ses études en Iran. L'Iran est un très grand pays scientifique. L'Iran dispose, il ne faut pas se tromper, d'une vraie compétence, d'une vraie connaissance, y compris nucléaire. Le nucléaire, ce n'est pas uniquement des centrifugeuses. Ce sont aussi des compétences techniques, des compétences scientifiques. Oui, 3000 scientifiques, dit-on. Beaucoup plus, beaucoup plus. Et ne nous trompons pas. Moins maintenant, certains ont été... Non, oui, mais enfin, ça c'est... Non, beaucoup plus, et des scientifiques très compétents. C'est ça, ce pays, qui est évidemment, on le sait, 10 fois plus important en population qu'Israël. Donc effectivement, comme vous le dites, l'Iran, dans la région... c'est évidemment rien. Quel est votre regard? Est-ce qu'il y a une aventure, un aventurisme américain? C'est ce qu'exprime la France. La France marque sa différence. Les déclarations de M. Barrot, déclarations du président de la République, Jean-Noël Barrot, qui a condamné les bombardements iraniens sur la prison d'Evin, où se trouvent les otages français Cécile Collère et Jacques Paris. Les déclarations du président de la République qui dit les bombardements opérés par les États-Unis sont illégaux. Mais en dehors de la légalité, est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce que vous partagez ce point de vue? Mais Darius Rojban, à partir du moment où nous répétons, nous, Européens, et on doit le répéter, que le droit international doit être respecté, évidemment, ce qui ne rentre pas dans le droit international, par définition, est illégal au regard de ce droit. Donc, c'est ce que nous disions tout à l'heure.
l'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, qui est une agence, je le rappelle, de l'ONU. L'Iran ayant signé le traité le TNP, le traité de non-prolifération, l'Iran donc était rendait des comptes à l'AIEA. Donc au regard précisément du fait que l'Iran s'est mis en contravention par rapport à ses engagements, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais il y avait une légitimité. Maintenant, est-ce que cette légitimité, on la dépasse pour aller éliminer des personnes qui n'ont rien à voir, pour aller attaquer des sites, par exemple des sites civils? Bien entendu, là on rentre au regard du droit international, l'illégalité. Donc oui, soyez encore plus clair, pardon Thierry Breton, dans votre esprit, par exemple, quand Israël bombarde la radio ou la télévision, est-ce que pour vous on sort... Et bien sûr, encore une fois, bien entendu, il faut pas mélanger les choses. Tout le monde, enfin beaucoup en tout cas, ne vont pas pleurer une larme si le régime des Mollahs tombe. Bien compris. Mais c'est illégal. Au regard du droit international, bien entendu, de même, Darius Rochebin, qu'au regard du droit international... Allez, est-ce que c'est pas un peu hypocrite? Pas du tout. Attendez, laissez-moi poser ma question. C'est-à-dire, on a quand même l'impression que vous dites, que beaucoup disent en Europe, ça nous arrange quand même bien qu'on tape le nucléaire iranien, pas du tout. Mais en même temps on dit que c'est illégal. Pas du tout. Et j'étais de ceux qui disaient que je pense que ce qu'a dit, et j'ai beaucoup d'estime pour le chancelier Friedrich Merz, mais le fait de dire qu'effectivement, ça nous arrange bien que les Israéliens fassent le sale boulot, alors là, si on rentre là-dedans, évidemment, on ne sait plus où on s'arrête. C'est une erreur ce qu'il a dit ? Je pense que si on rentre là, on ne sait plus où on s'arrête. Donc il faut, et c'est là encore une fois, où il faut vraiment avoir un discours unifié le plus possible. Bien entendu, nous, Européens, on sera peut-être les derniers, mais on devra y revenir. Et maintenant, évidemment, on le voit, l'escalade dans laquelle nous sommes. Mais vous savez que c'est de la théorie, tout ça, de la théorie. Oui, Israël occupe illégalement, les colonies israéliennes en Cisjordanie. Ça dure depuis des décennies, on l'a bien dit. Vous n'avez pas le droit, mais ça ne change rien. Bien entendu, mais les discussions dans lesquelles nous étions engagés à la demande des États-Unis d'Amérique, parce qu'encore une fois, ce sont les États-Unis qui ont voulu avoir les 6 réunions précisément avec l'Iran, selon des règles plus diplomatiques. Vous voyez, je mets des guillemets, Darius Rochebin. Bien entendu, donc on a vu les changements de posture. Mais maintenant, et je le redis, nous sommes rentrés, depuis dimanche, dans un monde où c'est la force qui prime. Voilà Thierry Breton, le monde je peux vous poser une question. Si la France était menacée par un pays à 1500 km, qui promet d'avoir le nucléaire, et qui promet depuis des décennies de détruire votre pays, vous diriez ça? Mais Darius Rochebin, je vais être encore pire. Je vais aller encore pire. On comprend parfaitement Israël, c'est pas depuis 10 ans, c'est depuis maintenant, depuis 1979. On comprend, mais c'est illégal. Que Israël vit à 1800 km d'un pays qui dit que dans son ambition, son projet politique, c'est le détruire. Donc bien entendu, mais c'est bien la raison pour laquelle, et je le redis, Israël a saisi fort opportunément, et il faut le dire encore une fois, ça a été toute l'intelligence politique de Benjamin Netanyahou d'utiliser cet argument pour rester dans le droit international, même s'il était, disons, limite. Et c'est toute l'intelligence de Benjamin Netanyahou. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait une autre solution? Est-ce qu'on aurait pu négocier au lieu de bombarder? Eh bien, c'était effectivement tout ce qu'on essayait de faire, y compris les États-Unis d'Amérique. Et je rappelle que le JCPOA, c'était exactement ça. Et c'était du reste à l'initiative de qui, Darius Rochebin? À l'initiative de qui? Sans remonter si loin. Là, cette fois-ci, soyons précis. Là, quand les Américains ont bombardé, est-ce qu'ils y étaient obligés ou est-ce qu'ils auraient pu continuer à négocier? Bien sûr que non, qu'ils n'étaient pas obligés. Bien sûr que non. Et c'est toute l'intelligence politique de Benjamin Netanyahou d'avoir fait basculer. Et on l'a rappelé tout à l'heure, l'amiral l'a rappelé. C'était pas gagné. Et c'est sans doute pas gagné encore dans les soutiens de Donald Trump. Donc c'est toute l'intelligence politique, et il faut le reconnaître, de Benjamin Netanyahou, d'avoir fait basculer, vous savez, mais sans doute au début contre son gré. Souvenez-vous, son premier voyage officiel au président Trump, c'était où? C'était évidemment dans la région, mais il a soigneusement évité, ce qui a beaucoup agacé du reste de Benjamin Netanyahou, de mettre les pieds en Israël. Xavier Titelman, votre réaction à vous aussi, quand on parle de frappe illégale, de bombardement illégal des Américains? Mais à partir du moment où il y a une violation du droit dans un sens, c'est malheureux, mais je vais prendre même l'exemple de l'Ukraine et de la Russie. Enfin, c'est la même chose. Quand l'Iran va au-delà des autorisations, qu'il y a des particules d'uranium détectées, que l'AIEA leur dit c'est quoi ça et qu'ils répondent pas, on se doute bien qu'ils vont au-delà du légal. Donc si on se contente de leur dire c'est pas bien, mais qu'il y a toujours des grands noms qui empêchent toute action légale quand quelqu'un viole le droit, bah malheureusement les Israéliens et les Américains sont contraints. Et c'est la raison pour laquelle, sur l'aspect nucléaire, vous avez eu un soutien pratiquement unanime, y compris les Européens, pour cette raison. Le reste,
on rentre évidemment dans une autre logique. Je vous repose la question de l'hypocrisie, c'est-à-dire en réalité, on tape sur les États-Unis, mais on est bien content qu'ils soient le gendarme du monde quand il s'agit d'arrêter une puissance nucléaire dangereuse. Et puis surtout, lorsqu'il y a une idéologie, lorsqu'il y a une survie en jeu, tous ces débats sur la légitimité et autres sont bien peu de choses. Sincèrement, ce qui prime actuellement, c'est la force. Et c'est pour ça que l'Union européenne n'existe pas actuellement, même en termes diplomatiques. Pas ça devant Thierry Breton, vous allez faire mal. Non, je persiste. Thierry Breton mais non, parce qu'il a travaillé pour ça. Il a travaillé son fonds de 7 milliards, etc. pour la défense. Il était là. Donc, si vous voulez, quand on n'a pas la force, quand on est une puissance économique et qu'on est un nain en termes de défense, on n'existe pas. Et toutes ces discussions sur légitimité ou autre, la légalité et la légitimité, c'est une référence, c'est tout. Tous les grands pays qui ont la force, mais s'en moquent totalement. Mais totalement. Si on se penchait sur tous les cas d'illégitimité, de crimes de guerre, etc., nous le faisons à longueur de plateau. Mais ça n'a aucune importance pour ces gens-là. Vous croyez que Poutine s'en soucie ? Je ne pense pas que Trump s'en soucie davantage. Et Netanyahou encore ? Je crois que vous vous en souciez beaucoup plus qu'eux. Mais concernant l'Europe, je dirais qu'il y a un problème, parce que j'ai un petit remords là. Merz et Starmer se sont quand même assez éloignés de la position française, malheureusement. Ce trio qui est essentiel pour le fonctionnement de l'Europe, pas de l'Union européenne, puisque la Grande-Bretagne est en dehors. La France est très seule. Les Britanniques ont suivi. Vous avez raison de le souligner. Rappelez la guerre d'Irak. Pendant la guerre d'Irak, la France et l'Allemagne avaient fait front contre les États-Unis. Avec la Russie. Et là, la France est très seule. Oui. Et Starmer, a suivi les Américains. Et là, maintenant, Merz suit également Netanyahou. Et Barrot, notre ministre des Affaires étrangères, se trouve un peu seul et un peu écartelé aussi, parce que l'Iran et Gaza, c'est quand même difficile à... Mais les autres se sont engagés, et notre position est bien sûr beaucoup plus difficile à comprendre par un peu tout le monde dans le monde. C'est la raison pour laquelle il n'y a qu'une solution, augmenter significativement, rapidement, tout ce qui avait été initié, amiral, effectivement, accélérer la nécessité absolue d'augmenter notre capacité de production de défense, parce que, je le redis, le monde dans lequel nous sommes rentrés désormais est un monde de force, c'est un monde de puissance, uniquement un monde de rapport de force, et nous n'avons pas d'autre solution que nous, Européens, de nous unir et de parler d'une seule voix. Cette voix aujourd'hui, historique, elle fait défaut. Est-ce qu'on ne sous-estime pas le fait que ça a toujours été le cas ? Les États-Unis d'Amérique, pour lutter contre le communisme, le nazisme, le djihadisme, ont fait des choses incroyables. Ils ont soutenu les dictatures d'Amérique du Sud. Ils ont soutenu le régime raciste d'Afrique du Sud. Ils ont soutenu Ben Laden avant que ce soit leur ennemi, etc. C'est même allié de façon avec les continue. Et Staline. Ils sont, en réalité, le sens de la force des États-Unis, eux, ne l'ont jamais perdu. Pour le meilleur ou pour le pire. Il y a là quelque chose d'assez frappant. C'est de la réalité. De toute façon, quand ils sont les plus forts, ils s'allient avec quelqu'un d'autre et ils vont finir par gagner. Même s'ils étaient tout seuls, ils auraient fini par gagner. Alors la question, c'est ça veut dire quoi gagner ? Voilà. Et c'est toute la question. Sur le long terme. Ça veut dire quoi gagner ? Et c'est là où, effectivement, l'Europe, parce qu'elle saura exprimer sa puissance et sa force, doit pouvoir jouer un rôle. Et c'est tout ce que je nous souhaite. On verra. Merci beaucoup. Vous avez vu l'éloge de Thierry Breton sur un plateau de télévision par l'amiral de la Garaille. 8 milliards. Vous reviendrez, Thierry Breton. Nous étions condisciples sur quelques bancs. Ah, très bien. Pas que pour ça, amiral. Et pas que pour ça, merci. Hélène Bonnet, on va vous rejoindre, puisqu'effectivement, ce soir-là, les signaux qu'on attend, ils sont chez vous, aux États-Unis. Comment Trump va-t-il réagir ? Et d'heure en heure, on scrute les décisions de son entourage, les quelques bruits dans la presse américaine. Est-ce qu'on a davantage ce soir ? Oui, on en sait davantage parce que, vous le savez, Donald Trump devait tenir une réunion nationale de sécurité. On ignore s'il est toujours en cours. La seule chose que l'on sait, c'est qu'on a vu Steve Witkoff, son envoyé spécial pour le Moyen-Orient, et puis le patron de la CIA quitter la Maison-Blanche, mais il semblerait que des réunions soient toujours prévues. Et puis Donald Trump a réagi, mais pas là où on l'attendait. Il a posté un message sur son réseau social pour critiquer la façon dont les médias traitaient de l'opération militaire qu'il y a eu il y a 2 jours. En revanche, la Maison-Blanche, en tout cas, un officiel à la Maison-Blanche s'est exprimé auprès de CNN. Il a fait savoir que les États-Unis s'attendaient à une riposte iranienne et que pour le moment, Donald Trump ne voulait pas de nouvelles interventions militaires. Il compare la situation actuelle à ce qui s'est passé au moment où les États-Unis ont frappé le général Qassem Soleimani, en expliquant que la réponse iranienne aujourd'hui était assez similaire.
il continue en disant, et c'est un petit peu contradictoire avec ce qui a été dit avant, que Donald Trump pouvait toujours changer de posture et qu'il pouvait toujours être prêt à utiliser la force si nécessaire. Donc on voit bien ce double discours, à la fois cette idée d'une désescalade, la volonté de ne pas mettre de l'huile sur le feu, et de l'autre, cette pression maintenue sur les Iraniens. Autre information qui fuite encore une fois sur CNN, c'est que Steve Witkoff serait toujours en contact avec les Iraniens depuis l'opération Marteau de minuit. Mais la difficulté pour parvenir à un accord diplomatique, eh bien, c'est que le guide suprême iranien est très difficile à contacter. Il est toujours caché avec très peu de communication. C'est ça qui bloquerait, en tout cas c'est la version américaine, c'est ça qui bloquerait pour l'instant toute avancée diplomatique.